je dirais, un visage humain, on pouvait basculer dans la barbarie. C'était ça l'enjeu, mais c'est un enjeu très présent. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à défendre nos acquis sociaux et politiques, qui pour nous s'appellent la République, eh bien on peut avoir la multiplication d'actes violents et une désagrégation du tissu social qui peut amener à des formes de barbarie. Et en réalité, par endroit, nous le savons, il y a des choses de ce type qui existent, je dis par endroit dans le monde. Hein, l'idée n'est pas simplement de le penser à partir de la France, mais de le regarder à partir de la France et de son environnement. Et il y a des zones qui nous sont très proches historiquement où on a de la barbarie indéniablement. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Le premier texte, d'ailleurs, est un vrai dialogue à trois auquel j'avais eu le plaisir d'assister à l'Institut protestant. C'était, j'avais cru me souvenir que c'était les tout débuts de la pandémie, mais je regarde la date, 19 décembre 2019. C'était ou ça n'était pas les débuts de la pandémie, Jean-François Colosi ? Vous avez été très courageux de venir en amitié, parce qu'en fait, ce soir-là, effectivement, Boulevard Arago, dans cet institut protestant, qui a d'ailleurs beaucoup fait pour réfléchir sur la société française, à la laïcité, nous avions un peu improvisé ce trilogue, je dirais, pour rire. Et en fait, c'était le soir où non seulement on commençait à parler sérieusement de la pandémie, c'est le soir aussi où il y avait des mouvements sociaux qui bloquaient quand même la circulation dans Paris. Et puis pour finir, évidemment, c'était une soirée parisienne typique, c'est-à-dire qu'il pleuvait à cordes. Donc il fallait braver tout, il fallait braver le virus, mais à cette époque-là, on ne savait pas trop encore. Il fallait braver le fait d'avoir un marché, de l'absence des transports en commun. Il fallait braver les éléments de la nature. Voilà, donc c'était, je dirais, une rencontre sous le signe de la tempête. Et... D'accord, très bien. Je ne me souvenais pas de cet aspect-là. Malheureusement, qui va bien avec le sujet, parce que je crois que c'est l'expression qu'emploie, je crois pas, je le sais, qu'emploie Didier Leschi sur la question de la barbarie, c'est que oui, nous avons vécu des actes de guerre sur le territoire, c'est l'expression qu'emploie Didier, des actes de guerre, et pas de n'importe quelle guerre, d'une guerre dissymétrique, d'une guerre qui n'est pas une guerre entre militaires, mais qui est une guerre entre des terroristes, des djihadistes et des civils qui ne sont même pas prévenus, n'est-ce pas, que nous sommes en guerre ou qu'il y aurait des opérations militaires, et pourtant, les terrasses, par exemple, le Stade de France, c'est exactement des scènes qui nous rappellent, malheureusement, de l'autre côté de la Méditerranée, ces villes déchirées par le terrorisme djihadiste, ces villes déchirées par des guerres civiles. Et ça, évidemment, peut-être qu'il y a encore 20 ans, nous aurions eu quelques peines à l'imaginer. Et d'un coup aussi, il y a des situations qui nous semblent plus proches. Je pense que malheureusement, il a fallu ça, mais peut-être pour comprendre mieux la situation d'Israël aussi, en France, n'est-ce pas, dans la relation au terrorisme, aux attentats. Quand on a commencé à vivre ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions. Mais surtout, il y avait une immense tragédie, et puis il y avait ce caractère imprévisible de la mort qui rôde, n'est-ce pas, et à laquelle il n'y a pas d'autre solution politique que d'affirmer le droit. Alors, Didier Leschi utilise dans un très beau texte de fin le terme de bataille, et c'est vrai que... alors, il y a une grande complicité entre vous trois, et il y a une même approche de la laïcité comme un combat, comme une bataille précisément. C'est une bataille, d'abord parce qu'il y a deux conceptions de la laïcité. Je vais citer Régis Debray. En France, le mantra est un champ de bataille, ne sépare plus les deux France comme jadis, mais un sens strict et un sens large. Les uns se passent de qualificatifs régime sans sucre, les autres édulcorent, ouverte et inclusive. Les deux mouvances sont à couteau tiré, si je puis dire, et
pleuvent les noms d'oiseaux sur les ondes et sur les écrans. Vous êtes d'accord là-dessus, Didier Lesky ? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce que dit Régis Debray. Je crois qu'on oublie trop souvent que la bataille laïque a été contre les catholiques d'une extrême violence et que pour faire régresser la prétention qu'avait l'Église à organiser la vie de chacun de la naissance à la mort, eh bien, il a fallu, je dirais, être très coercitif. Je dis ça parce que parmi ceux qui justement ont des qualificatifs avec l'idée qu'il faut une laïcité inclusive, etc. Il y a cet oubli de ce qu'a été la bataille laïque avec cette idée sous-jacente et qu'on entend souvent qu'on demanderait aux littéralistes musulmans des choses absolument intolérables. On leur demande pas grand-chose, en réalité, par rapport à ce qu'on a fait à l'Église. On leur demande même, je dirais, le minimum pour que l'espace public soit un espace où la confrontation entre chacun ne soit pas pris par des passions religieuses, avec le fait que dans notre histoire à nous, les passions religieuses, c'est ce qui a à plusieurs reprises failli faire éclater la nation et en tout cas a même abouti à un moment donné à l'affaissement de la République. C'est les batailles entre catholiques et protestants, la Révolution française a une dimension justement de lutte à caractère religieux à un moment donné, en tout cas contre le Vatican et la volonté des révolutionnaires de contrôler le clergé face à la puissance vaticane. On peut penser à l'affaire Dreyfus, qui a été un moment de guerre civile de basse intensité, d'une certaine manière, et naturellement l'effondrement de la République au moment de Vichy. J'avais travaillé avec Zef Sternel, pour lequel j'ai une pensée actuellement, malheureusement il est décédé l'année dernière. On avait beaucoup travaillé ces questions, et en France, il y a une sous-estimation de ces courants puissants, et une manière de les sous-estimer, c'est de ne pas comprendre qu'à partir des dérives de l'islam, il y a des courants qui agitent de la barbarie, en tout cas qui font des actes de barbarie, parce que faire des actes de terreur, on mitraille, où on tue des enfants à la sortie d'une école, à Toulouse, parce qu'on est antisémite, etc. C'est une régression qu'on n'avait pas connue, même dans les batailles politiques des années 70, qui à un moment donné pouvaient être effectivement violentes, même avec des actes de guérilla urbaine, mais là on passe à autre chose, et c'est ça que aussi voulait signaler le titre République ou barbarie. Jean-François Collot-Thibon. Oui, alors d'abord, je voulais dire, je suis sûr que Didier Lesky souscrit à ce que je vais dire, c'est que, évidemment, Régis a toujours été un éclaireur sur ces questions-là, lorsqu'on regarde son œuvre, cette question de la laïcité, de la religion dans la République, la laïcité, la nation, ce sont des thèmes qui sont extrêmement forts, et plusieurs de ses livres portent directement, d'ailleurs, sur la question de la laïcité. Alors après, évidemment, il y a des différences de sensibilité, etc. Et puis, comme on dit dans les thèses, évidemment, on remercie ses précurseurs, ses directeurs, et puis on dit qu'évidemment, les fautes sont nôtres, au cas où il y en aurait, n'est-ce pas ? Bon, ça, c'est un point. Le deuxième point, je veux dire, c'est que, et j'ose le faire sur Radio J, parce que quand on regarde l'histoire, en fait, des relations de l'État aux religions en France, et de la volonté qu'a eu l'État de faire en sorte que ce soit lui qui fasse la loi, et que ce ne soit pas les religions qui fassent la loi pour la République. Alors évidemment, il y a la violence exercée, qu'on qualifie de légitime à l'égard des catholiques. Il y a eu la violence à l'égard des protestants, particulièrement même après l'édit de Nantes, lorsque Louis XIII hérite en fait de cette chose extraordinaire qui est que la France est le seul pays d'Europe qui cherche à faire vivre deux confessions chrétiennes sur le même sol, parce que tout le Nord est devenu protestant, tout le Sud est devenu catholique. Bon, la France, c'est le pays qui essaie de faire vivre les uns les autres. Mais malgré tout, on a un problème à ce moment-là avec les protestants, c'est qu'ils ont des places fortes, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de zones entières du territoire, de villes, et que en plus, ils sont liés à des puissances étrangères, n'est-ce pas, qui sont hostiles à la France. Donc on va désarmer ces places fortes, de force. Places fortes, de force, on va les désarmer. Et ça, c'est typique, je dirais. Et là aussi, on peut dire que c'est une forme aussi de démonstration par l'État de sa supériorité, qui n'est pas une supériorité théologique, qui n'est pas une supériorité de croyance, qui est une supériorité du droit.
Et puis, je dirais aussi, là, donc je disais sur Radio J, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, évidemment, l'émancipation apparaît un bien, mais elle n'était pas totalement jouée au départ, puisque d'abord, on est dans une situation là aussi qui n'est pas sans parallèle avec aujourd'hui. Napoléon se confronte à des vagues d'antisémitisme qui sont importantes. Donc il a besoin de réinscrire les Juifs de France en France. Et deuxièmement, malgré tout, il ne veut pas qu'ils restent dans leur communauté. Il veut en faire des citoyens. Et alors, est-ce que les Juifs vont devenir Français? Est-ce que les Français... Il y a un dilemme. Est-ce que je suis Juif? Est-ce que je vais en Français, je sais être Juif? Ou alors le contraire? Et la réponse formidable des Juifs de France, ça va être 100% Français, 100% Juifs. Le 4 quarts politique de la semaine. Habituellement, nous sommes 4, hein, mais là, nous sommes 3 et il y a le quatrième manquant, mais qui est très présent puisqu'on va parler de sa contribution qui est totalement, je vous rejoins, Jean-François Colosimo, très capitale dans ce livre. Alors, nous parlions donc de la bataille qui se joue et de la bataille sur la laïcité, de la bataille entre les différentes conceptions de la laïcité et vous avez également une bataille parce que la laïcité est une spécificité française, vous le dites les uns et les autres, combattue, y compris dans son propre camp. Je vais citer de nouveau Régis Debray, qui dit ceci: « Nous sommes très mal notés à Washington, qui réprouve le manque de liberté religieuse, et le New York Times nous fustige comme islamophobes discriminant les musulmans. » Et vous-même, Jean-François Colosimo, vous dites dans le classement, vous êtes encore plus alarmant si j'ose dire, dans le classement des nations liberticides que publie annuellement le Congrès américain, la République française figure régulièrement auprès de la Corée du Nord et autres dictatures au titre de ses dispositions laïques. Oui. Il y a, là on l'a vu de toute façon, c'est une affaire assez simple en fait. La religion n'est qu'un enjeu secondaire. Nous sommes à la fois condamnés par la Ligue islamique mondiale et par le Congrès américain, n'est-ce pas? Et cette convergence est très intéressante, si je puis dire, d'un point de vue quand même de l'observation, puisqu'il y a aussi cette sympathie que les Américains ont payé très cher, n'est-ce pas, avec quand même le fondamentalisme islamiste. Donc, nous sommes pris dans cet étau. Pour ce qui est des Américains, c'est assez simple. Les Américains, d'abord, l'Amérique vit de la pensée qu'elle est étrangère à la décadence de l'Europe, n'est-ce pas? L'Amérique, elle devient une grande puissance le jour où elle écrase définitivement les empires coloniaux qui étaient la France et l'Angleterre. À partir de ce moment-là, vous avez un croisement qui est terrible, en fait, c'est pour ça que la notion d'Occident est toute relative, c'est que aux États-Unis, eh bien, le sentiment religieux fait que 92% des gens croient en Dieu, 70% des gens vont à leur culte, à la synagogue, à l'église, au temple, et que 60% des gens déclarent parler à Dieu chaque jour. Bon, évidemment, tels chiffres seraient impossibles en Europe. De la même manière qu'on avait fait un examen croisé, aux États-Unis, la qualité morale d'un politique est déterminante, alors qu'en France, c'est relativement indifférent s'il est un bon politique, vous voyez. Donc, vous avez un croisement, et dans ce croisement, les Américains exercent une influence parce que la France est le pays rebelle en Europe à la puissance atlantique. Vous savez, nos entrées, nos sorties de l'OTAN, etc. Lorsque François Mitterrand, lors de la première guerre du Golfe, faisait une opération daguet qui était distincte tout en étant articulée à l'opération américaine. Et vous avez énormément il y a quelques grandes organisations transatlantiques américaines qui visent en fait à, je dirais, amener des jeunes de nos banlieues aux États-Unis pour leur dire, voyez, le vrai pays a de la liberté. Évidemment, on les amène rarement au moment où il y a des émeutes interraciales, n'est-ce pas? Ce que nous n'avons pas encore.
Mais il est très clair que les Américains considèrent, parce que chez eux, religion veut dire émancipation, que tout ce qui réprime la religion, et parce qu'ils ont un système en fait de fondamentalisme théodémocratique, que tout ce qui nuit à la religion pour eux est quelque chose de gravissime, et ils épinglent la France. Alors, Régis Debray a raison, on a eu toute une campagne dans le New York Times et autres, récemment encore, où on a de bons journalistes américains qui ne sont pas spécialement réputés pour fréquenter les mosquées, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour eux dans leur appréciation du monde, qui condamne la France comme un pays, oui, qui traiterait les musulmans comme une population de seconde catégorie, qui en quelque sorte les parquerait, qui provoquerait systématiquement leur malheur, etc. Ce qui d'ailleurs est complètement fou, puisque il suffit, on peut faire des... Personne n'a envie de faire de listes en France, mais on peut faire des listes entières de personnes de culture présumée musulmane qui connaissent des réussites tout à fait extraordinaires dans l'industrie, le commerce, la création, l'art, le cinéma, et ne serait-ce que lors de l'épidémie de la Covid, sur les chaînes info, on a bien vu que beaucoup de nos grands responsables d'hôpitaux, sans encore une fois étiqueter les gens, mais avaient des ascendances dans des pays de culture musulmane, les uns ou les autres pays. Donc tout ça ne tient pas debout, c'est le vice de l'Amérique. Régis, pardon, Didier Lesky. Oui, je crois que l'accusation d'islamophobie pour la France de la part de médias américains ou même de chercheurs américains prouve quand même une méconnaissance, pour ne pas dire un défaut d'enquête. Alors, ils sont appuyés par le fait que ici même, on a des personnes, des personnalités, parfois même au sein de l'université malheureusement, qui expliquent que la situation des musulmans en France serait comparable à celle des juifs à la fin du 19e siècle ou au 20e siècle. C'est pour ça qu'il est nécessaire que de nouveaux Zola se lèvent pour écrire des pour le musulman comme Zola avait écrit pour les juifs. Mais sur le plan du droit et sur le plan très concret, pratique, si on part du principe que pouvoir exercer son culte, ça suppose par exemple l'ouverture de lieux de culte. Je rappelle que la France a considérablement aidé, quand je dis la France, ce sont les communes, ce sont l'État, au développement de mosquées. On peut dire même que l'islam des caves n'existe que parce que certains veulent prier et ne pas être regardés ou le faire de manière clandestine. Ce sont des groupes salafistes, etc. Mais on voit bien à quel point notre droit global est utilisé par des responsables musulmans parce que, justement, il ne fait pas de discrimination en fonction des religions. Et on voit même que, par moment, cette non-discrimination, elle peut susciter des débats publics. On l'a vu à Strasbourg. À Strasbourg, oui. Voilà, où la municipalité n'a fait qu'appliquer la règle en zone concordataire, qui est le fait que, globalement, on finance 10% du lieu de culte, simplement. Sans évoquer le fait que c'est une association proche de la Turquie et qui n'est pas signataire de la charte sur la laïcité. C'est autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a suscité vraiment de débat à cause de l'ampleur du bâtiment. Enfin, je veux dire, un bâtiment cultuel de 30 millions, aucun culte n'a fait ça. Et je pense que depuis la reconstruction des cathédrales à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas eu de choses d'ampleur. Et donc, 10% de 30 millions, enfin, c'est un peu moins si on prend que ça fait 2 millions d'euros. Et donc, c'est ça mais ce que je voudrais dire, c'est que on peut prendre segment par segment. La question de la nourriture confessionnelle, la France a considérablement aidé au développement du halal, au sens où il n'y a pas eu d'entrave, ni commerciale, ni de règles. Même, on a mis en place des règles dérogatoires. Vous dites assez joliment, d'ailleurs, que il y a une explosion de la vente des dindes halal pour Noël. Oui, bien sûr. Ce qui est une conformité. Mais moi, je voudrais enchérir sur ce que quelque chose d'étonnant. Ce que disait Didier, on a un véritable problème de vocabulaire. Islamophobie est formée sur judéophobie. Il y a eu une judéophobie parce que juif, c'est à la fois un peuple, une religion,
une culture et tout ce qu'on voudra. Mais c'est aussi un peuple. Mais il n'y a pas de peuple musulman, puisque l'islam est une religion universaliste, n'est-ce pas? Donc la discrimination ne peut pas s'appliquer de la manière dont elle s'est appliquée très malheureusement aux juifs. Donc ce mot est faux. Le deuxième mot qui est faux, c'est d'appeler musulman toute personne qui semble avoir une ascendance d'un pays musulman, un nom lié à la culture musulmane, ou pire, un faciès. Pourquoi? Parce que musulman, et ça on y insiste beaucoup avec Didier Lesky, c'est adhérer à la foi coranique, c'est adhérer à la prophétie de Mahomet, c'est aller à la mosquée, c'est suivre les régulations. Et ce n'est certainement pas juste... Et là, on confond deux questions, la question de la religion et la question de l'immigration, qui évidemment sont reliées, mais il ne faut pas les confondre. Et moi, donc, je récuse ce terme d'islamophobie en général, et je récuse le terme de musulman pour désigner, en fait, des ethnies. Voilà. On se trompe sur toute la ligne et on favorise... Il pourrait y avoir une arabe, mais pas musulmane. Il y a un glissement... Non, ce que je dis, c'est qu'un Suédois peut être musulman et que on n'est pas du tout dans le cadre de la constitution du fait juif, judaïsme et judéité, où là, vous pouvez avoir une judéophobie. Mais l'islamophobie, elle ne veut rien dire. Alors, on va aller un peu un peu aux arêtes, parce que aux choses sur lesquelles j'imagine que vous n'êtes pas en total accord. Régis Debray reprend donc dans ce livre son combat pour un enseignement du fait religieux, projet formulé en 2001, approuvé par l'Assemblée nationale et soigneusement abandonné. Régis Debray parle de la peur de faire des vagues. Est-ce que vous le rejoignez là-dessus? Est-ce que vous êtes favorable à cet enseignement du fait religieux? Je suis d'autant plus favorable à cet enseignement du fait religieux que vous présidez l'Institut européen en sciences des religions, qui avait été créé justement dans le prolongement du rapport de Régis Debray. Ce qui est très troublant, c'est la difficulté qu'a une partie du monde enseignant d'aborder le fait religieux parce qu'on a peur de la réaction de certains élèves qui considèrent comme illégitime que quelqu'un qui ne partage pas la foi de leurs parents ou la foi supposée de leurs parents et peut-être la leur, puisse exposer ce qu'a été l'hégire, etc. C'est ça le sujet. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème? Je veux dire, est-ce que c'est pas légitime de se poser la question, finalement, qui va donner cet enseignement? Les curés, les rabbins, les imams? Surtout pas. Est-ce qu'on va dessaisir les professeurs? Le projet Régis Debray, qui illustre aujourd'hui Didier Lesky en sa qualité de président du fameux institut, c'est très précisément que ce n'est pas un enseignement des religions par des religieux, c'est un enseignement du fait religieux par des professeurs tout à fait canoniques qui sont professeurs de lettres, professeurs d'histoire, etc. C'est en fait l'intégration du fait religieux dans le parcours à la fois littéraire, philosophique, historique, géographique, de manière à ce que ce fait soit connu. Alors évidemment, maintenant, il y a un problème. Il y a un problème qui est clair aujourd'hui, qui était moins clair en 2002, parce que c'est qu'il y a une grande difficulté. Là encore, on n'est pas là, on n'est pas obsédé, c'est pas une question de se porter sans arrêt sur l'islam, etc. Mais enfin, bon, je veux dire par là que le travail a été fait par les chrétiens et les juifs d'admission des sciences humaines. C'est-à-dire que un jeune chrétien, un jeune juif, une jeune juive, un jeune chrétien peut entendre en classe d'histoire qu'on a du mal à dater l'existence de Moïse. Et ça ne va pas le révolter dans son adhésion au culte qu'il peut pratiquer avec ses parents. Ça n'est pas vrai de l'autre côté. Et là, c'est tout le combat de Didier Lesky, auquel j'adhère complètement, c'est de dire qu'on a besoin de vie intellectuelle dans l'islam et que ce sont les musulmans qui doivent la produire en premier. À partir de ce moment-là, on sera moins gêné sur ce problème d'enseignement. Le 4 quarts politique de la semaine avec autour de nos micros Didier Lesky, Jean-François Colosimo. On va parler, on a commencé par les débuts de la pandémie et on va parler de cette crise sanitaire que nous vivons parce que vous vous élevez, vous, Jean-François Colosimo, contre les mesures
de restriction des cultes adaptée sans aucune concertation. Vous pensez vraiment que c'était injustifié le sort qui a été réservé aux lieux de culte? Au début, c'est évident que l'État a procédé de manière très administrative, par voie circulaire. Bon. Le problème, c'est qu'il y a une véritable loi de séparation. Alors d'abord, d'une part, il faut dire que les cultes se sont rapides. Il n'y avait pas de raison de faire exception pour les cultes, bien entendu, puisque le virus ne fait aucune différence de conditions de croyance. Deuxièmement, il était naturel que les cultes, et ils l'ont fait assez rapidement pour la plupart, souscrivent à l'effort national du confinement. N'est-ce pas? Mais dès lors que on met cette relative désinvolture de l'État qui traite les cultes comme les clubs sportifs ou les discothèques d'un côté, et que l'on voit que d'un autre côté, on a eu un véritable problème anthropologique sur le traitement de la mort en temps de pandémie, c'est cet écart qui fait mal en quelque sorte, n'est-ce pas? Cet écart fait mal parce que beaucoup de gens ont eu à pleurer un disparu qui a réellement disparu avant même qu'il ne soit enterré, qu'ils n'ont pu visiter, des rites funéraires réduits au minimum. Or, il faut savoir que si en France, de manière générale, les taux de pratique sont à peu près égaux selon les confessions, et si les rites d'initiation, baptême, circoncision et autres, sont plutôt en recul, pas toujours, mais plutôt, ça dépend. En revanche, les rites de la mort sont complètement fédérateurs, et là, c'est plus une question de savoir si on est allé à la synagogue ou à l'église toute sa vie, c'est plus une question de savoir si on croit ou on ne croit pas. C'est un moment solennel de réunion, d'ailleurs, de la parentèle au sens très large, la famille, les amis, le deuil, en quelque sorte, apaise d'ailleurs les problèmes ou les tensions. On est dans un moment solennel, et là, on a besoin de symboles, on a besoin d'un prêtre, on a besoin d'un rabbin, on a besoin d'un imam, d'un pasteur. Il y a quelque chose qui se joue. D'ailleurs, vous savez que c'est une fausse étymologie, mais on dit que l'étymologie latine de humanité, ça vient de inhumo ginum, le fait d'enterrer ses morts. Et le fait d'enterrer les morts, c'est un phénomène anthropologique que connaissent tous les paléontologues. On le voit très bien. Donc là-dessus, il y a eu de gros déficits. Là-dessus, l'État n'a pas su... Bon, il y a d'autres choses qu'il n'a pas su penser. Et ça remonte mais ça, à la Bible, ça restera. Le dernier point étant qu'on a demandé des efforts très significatifs aux cultes, par exemple, comme aux organismes culturels, qui rassemblent aussi, qui provoquent de la communion. Mais le problème qu'on a, c'est que les organismes culturels ont eu des aides, et bien entendu, les cultes n'en ont pas eu, parce que la loi de 1905, mais ils sortent complètement essorés en termes de ressources financières, mais de ressources humaines aussi, avec l'inquiétude qu'à force d'avoir répété à tout le monde qu'il fallait spiritualiser le désert que nous traversons, que les gens aient pris l'habitude de ne pas revenir. Vous comprenez? C'est un peu ça, un peu, quand même. C'est une inquiétude naturelle Didier des cultes. Lesky, les cultes ont été malmenés? Je ne sais pas si on peut parler de malmené. Enfin, je pense que Jean-François Colzimo a raison de souligner en particulier la dimension quand même inhabituelle autour de la mort, de ne pas pouvoir accompagner ces morts. Hein, je crois que là, il y a quelque chose qui n'a pas été pensé. Voilà, je pense que le problème, il vient plutôt de là. Et du reste, ça renvoie à votre question précédente sur l'enseignement du fait religieux. Je pense que c'est l'inculture de l'importance du fait religieux et de la religion qui fait qu'on peut aboutir à des décisions qui mettent sur le même plan le club sportif et la question de l'élimination des morts. Voilà, je pense que c'est en ce sens-là, et c'est plutôt, je crois, le reflet d'un affaissement d'une culture générale autour de la question de la mort et du religieux. En un mot, une mort qui de toute façon est effacée de plus en plus. On meurt de plus en plus à l'hôpital.
mal. Bien sûr. Une bien mort sûr. qui est de plus en plus niée dans les discours, Bien puisqu'on sûr. a une représentation métaphysique du temps qui est une suite d'instantanés, sans notion de durée, sans notion de fin, une disparition de la finitude aussi, Oui, ne bien sûr, serait-ce que sous on cet cache angle. la Vous mort, parlez, c'est- vous Voilà. parlez même d'un décrochage confessionnel, c'est-à-dire d'un regain de spiritualité et d'un décrochage. Oui, mais on Ouais. cache la mort. Confessionnel. C'est les travaux de Philippe Ariès Ouais, l'avaient bien très sûr. bien montré. On cache la mort. Et on cache le mort, et on cache la mort. Et il y a quelque chose qui est. Mais qui- là, qui sans n'est- fâcher du coup, qui n'est pas personne, pensé. et je crois que ça y est, le gouvernement a pris la mesure parce va y avoir une loi à passer là-dessus, sur le traitement de nos anciens, à travers le scandale des EHPAD, tout de même qui a été quelque chose de tout à fait scandaleux. Bon, on s'est rendu compte qu'on avait un peu délégué un secteur mi-public, mi-privé, mais surtout très privé, l'administration de nos anciens. Aujourd'hui, il y a une loi en préparation, hein, qui est importante, qui est portée d'ailleurs par une députée LRM et par un grand gérontologue, qui est de la manière de remettre nos anciens au cœur de la cité, dans des immeubles, dans des appartements qui sont comme les nôtres, et d'arrêter de pratiquer une forme de ségrégation Bien sûr, oui. dont on a vu en plus, en cas de pandémie, le caractère parfaitement délétère, désastreux et mortifère. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de prises de conscience. Voilà. Vous On dites peut- aussi, Didier Lesky, que le confinement a occasionné une recrudescence des actes antisémites. Vous pensez vraiment qu'il y a eu un lien de cause à effet? C'est-à-dire qu'on a de nouveau vu s'amplifier des discours autour du fait que la ministre de la Santé et son mari, du fait de leurs origines, n'auraient pas utilisé tous les moyens nécessaires pour lutter contre la pandémie, si ce n'est avoir soutenu un organisme chinois pour la développer, etc. À chaque fois qu'on a des moments de tension, de crise profonde, je dirais presque civilisationnelle, on sait que le bouc émissaire immédiat, en tout cas dans nos zones, mais je dirais même malheureusement à l'échelle presque du monde, eh bien c'est souvent le juif, hein, et c'est ce qui s'est malheureusement passé. On peut rajouter la présence importante de personnes hein, d'origine juive dans le corps médical, avec en France une tradition très forte de stigmatisation des juifs dans le corps médical. Je rappelle qu'à la fin des années 30, on interdisait les professions médicales aux juifs, aux juifs étrangers. À partir de 1938, on a fait ça, et puis après on les a exclus, bien évidemment, sous Vichy. Et puis il y a toujours eu des choses qui tournaient autour de la peste, des pandémies. Voilà, la peste a été un des grands moments de l'antisémitisme en Europe. Oui. Alors il faut quand même dire, pour être totalement juste, que cette fois-ci, ça a beaucoup fonctionné par rapport à un groupe qui a pris un peu cette place de la minorité méconnue et rejetée. L'affaire des évangéliques de Metz, ces évangéliques qui ont tenu et qui ont été considérés comme le premier cluster, enfin, etc. Il faut dire tout de même qu'ils avaient déposé leur demande de réunion à la préfecture, que la préfecture n'a pas interdit, et que le même jour, le président de la République prenait un bain de foule pour pas très loin de là. Pour avoir visité, c'est une mosquée cathédrale, cette fois-ci payée par le Qatar. Il en avait profité pour préfigurer son excellent discours des Mureaux. Et en dénonçant déjà les ingérences étrangères dans l'islam de France. Mais si vous voulez, à ce moment-là, personne ne pense à la gravité de la situation. Nous sommes avant le 15 mars, nous sommes avant le confinement, on voit bien l'Italie, mais on n'y croit guère. La prise de conscience est venue un peu plus tard, oui. Et effectivement, je suis d'accord avec Didier Lesky. Ensuite, il y a eu, oui, sur la ministre de la Santé, des tas de débordements qui, comme on le dit, d'une formule consacrée, nous rappelaient des heures plus que regrettables. Ça, c'est vrai. Alors, sur le regain de spiritualité, vous avez une formule. Il y a toujours eu le don des belles formules. Ça vous rapproche d'ailleurs de Régis Debray aussi. Alors, vous dites... J'en ai moins que lui. Moins que lui, c'est vrai. Et je reconnais en lui un maître. Lui, chaque phrase est une formule. Alors vous dites, on sait bien que ce pays a toujours eu besoin d'une pucelle qui entendait des voix ou d'un connétable qui savait dire non pour se redresser. Vous pensez qu'on en est là? On est à un moment où d'une recherche, d'une grande figure de ce type? Je crois qu'on est
Bon, je crois qu'on est dans une situation qui est encore plus mauvaise parce que je ne suis pas sûr que, que qui que ce soit qui soit élu à l'Élysée puisse avoir toutes les solutions. Ça me semble impossible dans le cadre où nous vivons qu'une seule personne, quelle qu'elle soit, puisse d'un coup de baguette magique changer des tendances négatives qui s'accumulent depuis maintenant une trentaine d'années dans divers secteurs. Et donc, je pense par exemple que de manière plus intelligente, il faudrait arriver à réunir, alors après évidemment autour d'un cadre politique pour incarner, pour porter cette politique, n'est-ce pas? Mais il faudrait arriver à réunir des énergies qui aujourd'hui se sentent séparées les unes des autres. Je pense par exemple qu'il y a un dialogue qui n'a pas eu lieu entre toute une classe d'entrepreneurs qui se sentent très français, qui sont attachés au bien public, au bien commun, qui sont même un peu patriotes, il faut le dire. On en trouve au MEDEF, l'actuel président du MEDEF représente assez cette sensibilité, et les Gilets jaunes, parce qu'en fait, ils ont des aspirations communes. Il faudrait arriver à réconcilier, à apaiser, à réconcilier et en mettre en commun des demandes qui s'expriment de manière très différente, dont certaines demandes d'ailleurs nous paraissent d'une virulence telle qu'elles nous paraissent difficilement acceptables parce qu'elles semblent totalement désordonnées, parce qu'elles semblent totalement incohérentes, parce qu'on ne sait plus où elles vont et puis qu'elles se traduisent par des actes de violence. Mais je dirais que très précisément, c'est parce que on est dans un pays où toutes les réalités positives, il y en a beaucoup, sont emmurées et n'arrivent pas même à échanger. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un travail énorme à faire, si ce n'est que très précisément, on a des idéologues, pour revenir à notre sujet par exemple, sur la question de l'islam de France, pas encore une fois parce que c'est une question importante, parce que c'est la question qui provoque un peu ce livre aussi, évidemment, il faut le lire. Bon, cet islam de France, il est nécessaire. Il est nécessaire pour les musulmans, nos compatriotes musulmans ou les résidents musulmans en France. Il est nécessaire aussi pour le reste des Français parce que c'est un problème de génie de la France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est attaqué par les islamistes, parce que si ça venait un jour à éclore, ben ça enrayerait complètement leur système. Mais en même temps, vous voyez, c'est une question qui est captée par les deux extrêmes. L'extrême droite, où laïcité, on ne savait pas qu'ils étaient laïcs, les types d'extrême droite. On pensait qu'ils étaient intégristes ou qu'ils étaient paganisants. Bon, ben, pour l'extrême droite, laïcité, ça veut dire xénophobie. Et puis, alors pour l'extrême gauche, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, c'est un mot qu'il faudrait commenter, mais qui existe, bon, ben, ça veut dire communautarisme. Alors, quand vous avez deux extrêmes comme ça, au fond, les gens de bonne volonté ont du mal à s'y retrouver et ont du mal à échanger. Mais je crois à cette capacité encore aujourd'hui de la France de se relever. Alors, il y a un texte, on reviendra sur ce thème parce que je vous interrogerai sur ce que signifie l'abstention massive des élections régionales. Mais je voudrais mentionner un texte très intéressant de Didier Lesky intitulé « Une bataille essentiel. La laïcité est indéniablement une passion française, c'est une passion, mais c'est en même temps une bataille. » Oui, bien sûr, c'est une bataille, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une bataille qui n'est pas simplement de l'ordre du droit. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui de la situation. Bien évidemment, je pense qu'il faut des lois. Je pense que la loi de 2004 sur les signes ostensibles religieux à l'école est une loi importante et qui a du reste apaisé en grande partie les tensions au sein du milieu scolaire, parce qu'en plus l'école, c'est historiquement un des lieux d'affrontement très fort entre les républicains et l'Église. Mais la bataille, elle peut se manifester, elle doit se manifester par de la police des cultes. L'idée de transparence des flux financiers me semble une chose importante. Je pense que dans la loi séparatisme,
qui peut effectivement heurter telle ou telle confession historique. Il y a des mesures symboliques et pratiques qui me semblent importantes. Par exemple, la question de l'héritage entre les hommes et les femmes, qui est inégale dans les pays musulmans, et où une femme pourrait essayer de récupérer une partie de ce qu'elle n'aura pas eu dans l'héritage ici. Mais je pense que c'est des choses importantes. Bien évidemment, on voit autour du certificat de virginité à la fois une question qui est très prégnante dans certains milieux, qui est aussi marquée par l'hypocrisie, puisqu'en réalité, c'est le montant de la dot qui se joue. C'est une affaire financière. Les familles ne sont pas complètement idiotes pour croire qu'ici, leurs jeunes n'ont aucun rapport sexuel avant le mariage. En tout cas, ça existe, mais c'est quand même assez rare. Mais l'essentiel de la bataille, je crois qu'elle est elle est au niveau intellectuel. Et là, on manque de partenaires, voilà, et on manque d'interlocuteurs. Du reste, on le voit quand on a ces assemblées dites de dialogue œcuménique. On a des chrétiens, on a un ou deux juifs. Après, les musulmans, ça devient beaucoup plus complexe, quoi. D'abord, on a toujours les mêmes ou à peu près. Ça veut dire qu'il y en a qui existent et c'est une bonne chose. Donc vous ne voyez pas la possibilité, par exemple, jeudi dernier, il y avait à votre place François Pupponi, oui. Et lui suggérait la tenue d'états généraux. Vous pensez que c'est... Mais c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement avec des états généraux, je dirais, département par département. Ces états généraux, ils peuvent permettre de régler des problèmes pratiques qui, d'une certaine manière, se résolvent au fil du temps. On a plus, je crois, de problèmes pour l'ouverture de mosquées. On a eu pendant quelque temps, au moment de la guerre civile algérienne, des problèmes de tensions autour des cimetières. Mais en réalité, ces tensions autour des cimetières qui sont liées à des problèmes de foncier sont en train de se résoudre à partir du moment où les personnes qui sont historiquement issues de familles chrétiennes font de plus en plus de crémations et du coup, je dirais... laisse la place, au sens physique du terme, à d'autres, et c'est comme ça que c'est en train de se résoudre. Mais le vrai problème, c'est l'émergence d'une théologie de l'altérité, c'est-à-dire d'une théologie où, à partir de sa foi, on considère qu'on est tous des créatures de Dieu, dès lors qu'on croit en Dieu, et qu'on a chacun la même dignité face au Créateur. Voilà. Et c'est ça qui manque. Et aussi le sens de la différence. C'est le sens de l'indifférence. Et c'est pour ça que j'utilise souvent la formule, ce qu'il nous manque, ce sont des Bernanos musulmans, c'est-à-dire des personnes qui, à partir de leur foi, comme l'a fait Bernanos au moment de la guerre d'Espagne, eh bien, disent, mais écoutez, en même temps, vous êtes pas le plus optimiste espagnol. des trois, parce que vous dites que la bataille pour la laïcité en islam se gagnera en France. Alors, mais on n'en voit pas les prémices. Vous êtes d'accord là-dessus? Ou ne se gagnera pas, c'est la formule en fait. C'est un endroit où elle peut se gagner, c'est là, je pense. C'est l'endroit où elle peut se gagner, mais en même temps, dans le texte, je rajoute que d'une certaine manière, nous sommes quand même un front secondaire et que l'enjeu, il se situe de l'autre côté de la Méditerranée. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, on a une régression sur le plan du droit à la différence, du religieux. C'est vrai dans des pays qui nous sont particulièrement proches, mais c'est vrai aussi, on le voit, puisque Jean-François Colosimo est un éditeur, ce sont des zones où on traduit peu. Où ce qui est produit ici est rarement mis à la disposition des autres, alors que nous, c'est plutôt l'inverse. Avant la crise de 2008, la Grèce, qui est un pays de 10 millions d'habitants et qui n'est pas particulièrement riche, traduisait autant de livres du français, fiction ou non-fiction, romans ou essais, que l'ensemble du monde arabe, Golfe compris. Alors, il me reste deux questions. La première, c'est comment dire je reviens aux formules. Un petit mot. Moi, je souscris à tout ce qu'a dit Zielinski. J'admire sa connaissance à la fois des principes et du détail pratique. Et je ne suis pas un visiteur du soir de l'Élysée, mais si je l'étais, je proposerais qu'on lui donne un secrétariat d'État, un ministère, un haut commissariat, et les choses avanceraient. Enfin.
Ce serait magnifique, effectivement. Comme il a été extrêmement utile pendant toute la période où il a dirigé les cultes au ministère de l'Intérieur. Alors, ça serait une autre mais je vous demande vraiment 1 minute chacun. Hein. Je reviens à vos belles formules parce que j'ai toujours avec vous il y a un moment du sourire. Vous rappelez ce que vous écriviez dans La religion française, que l'idée biblique de royaume d'Israël a été un paradigme qui a beaucoup compté dans le modèle français. Vous voulez dire qu'il y a un fond monarchique qui subsiste dans notre pays aujourd'hui encore ? Bien sûr, mais c'est surtout qu'en fait, lorsque la France émerge avec les Capétiens, elle a un problème, c'est qu'il y a deux puissances qui veulent la capter, l'étreindre, la subjuguer, deux héritages de Rome, la Rome des pontifes, des papes, puis la Rome des empereurs, le Saint-Empire romain germanique. Et donc, il faut que la France se décide, et c'est l'invention des légistes de Philippe le Bel. Ils disent, mais non, nous sommes les héritiers du royaume d'Israël, le royaume contre les empires, le royaume qui dira toujours non, parce qu'il repose sur Dieu. D'ailleurs, la monarchie de droit divin, c'est ce que ça voulait dire. Hein. C'est que le roi de France ne dépend d'aucune autre puissance terrestre. Mais témoin d'un doute, vous n'êtes pas pour un retour royaliste. Écoutez, je pense que le général de Gaulle a su, à travers la constitution de la Ve République, réconcilier les deux versants de notre histoire. Malheureusement, il a fallu que de petits politiciens viennent faire le quinquennat qui a ruiné l'idée d'un régicide non sanglant tous les 7 ans. Alors, d'un mot, je vous donne la parole à vous me faites 30 secondes. Quelle analyse vous faites aujourd'hui, je sors du livre, de l'abstention massive et inédite dans son ampleur des élections régionales? C'est un effet de la pandémie, c'est une crise politique, c'est une crise du civisme? Oui, c'est une crise du civisme, indéniablement. Mais pour terminer sur une note d'optimisme, je dirais c'est une crise de civisme, mais d'une certaine manière, le pire n'est pas encore là parce qu'on aurait pu avoir une mobilisation massive pour voter pour l'extrême droite. Et là, on aurait eu à la fois une crise du civisme et une crise politique majeure. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est préoccupant, mais qui n'est pas encore la catastrophe. Je rappelle quand même qu'Hitler est arrivé au pouvoir grâce aux élections, contrairement à ce que pense une partie de la science politique française contre Zef Sternel, auquel je rends de nouveau hommage. Merci à tous les deux. C'était le 4 quarts politique de la semaine sur Radio J, l'émission du dimanche. Je rappelle le titre de ce livre, République ou barbarie, Régis Debray, Didier Lesky.